Ce matin, je vous ai posé une question et finalement, je n'ai pas été satisfaite de la réponse. Je vous ai dit, voilà, il y a des campagnes, y compris des campagnes de l'État, pas seulement des campagnes des ONG, qui disent fermez le robinet, prenez plutôt une douche qu'un bain, etc. Mais finalement, puisque l'eau retourne, ne disparaît pas, elle retourne rapidement dans le circuit. Bon, elle est sans doute traitée, mais elle permet de diluer davantage. Quelle est la justification de ce genre de préconisation? Écoutez, je n'arrive pas à le comprendre. J'ai envie de vous dire que cette question qui est pertinente m'a été posée un jour par des élèves de lycée d'Avignon. Super, je vais peut-être comprendre la réponse alors. qui m'ont dit, monsieur, vous avez parlé de l'eau, mais est-ce qu'il faut qu'on économise, qu'on ne se lave pas les mains, qu'on ne prenne pas de douche, ou même qu'on ne prenne plus de bain, etc. J'étais un peu interloqué parce que je n'avais pas prévu la question. Et je me suis dit, attendez, à Avignon, l'eau qui est distribuée dans les réseaux, elle vient du Rhône. Elle vient directement du Rhône par la nappe alluviale. Le Rhône, en été, véhicule 600 mètres cubes seconde. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose d'enlever 4 gouttes de l'eau du Rhône pour l'y remettre 10 minutes après, puisque le trajet de l'eau entre le moment où vous la rejetez dans votre évier et le moment où elle passe par la station d'épuration et elle retourne au Rhône, c'est peut-être, mettons, allez, une demi-journée. Donc, à quoi ça rime d'économiser de l'eau quand on vit à côté du plus grand fleuve d'Europe? Voilà ma question. Eh bien, la question, à mon avis, c'est non. Ça ne reste pas à grand-chose d'économiser l'eau. La seule réponse sensée que l'on peut donner, c'est que pour prendre l'eau dans la rivière, la traiter, la distribuer par des conduites avec des pompes, etc., et puis la retraiter quand elle est usée, ça consomme de l'énergie. Ça ne consomme pas d'eau, ça consomme de l'énergie. Donc si vous fermez le robinet, si vous économisez de l'eau, en fait c'est bien, et vous pouvez le faire, parce que vous économisez de l'énergie, vous en économisez pas mal. La quantité d'eau consommée pour amener de l'eau à la maison, c'est environ 1,5 kW par mètre cube. La quantité d'eau consommée pour traiter l'eau usée, c'est à peu près la même quantité. Donc ça fait 3 kW par mètre cube. Un mètre cube, c'est beaucoup d'eau, mais c'est 1000 litres d'eau, mais quand même. Hein. Donc vous économisez de l'électricité, des produits, etc., de l'énergie en ne gaspillant pas l'eau. Maintenant, à mes petits élèves d'Avignon, je leur ai dit, attention, quand vous allez voir la grand-mère qui habite Roussillon, à 50 km, à Roussillon, il n'y a pas la moindre goutte d'eau. Donc là, effectivement, l'eau, pour la trouver, l'amener et l'utiliser, c'est des travaux énormes. Il faut aller la chercher loin, prendre des conduites, etc. Ça coûte très cher. Donc économiser l'eau, là où il y en a très peu, bien sûr que c'est raisonnable. Mais là, quand on habite à côté d'un grand fleuve, ça ne rime à rien. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, puisqu'on va parler principalement de nourriture, c'est que si vous économisez de l'eau ici en France ou en Italie, n'imaginez pas une seconde que cette eau, par un coup de baguette magique, va se retrouver au Burkina Faso. Ça n'a rien à voir. Le système de l'eau, il est global quand on le regarde ensemble, mais il y a l'eau du Burkina, et puis c'est ce qu'elle est. Il y a l'eau de l'Italie, il y a l'eau de la France, et jamais, si vous économisez de l'eau ici, ça va ne permettre d'avoir plus d'eau. Voir, il y a l'eau qu'on a en hiver et l'eau qu'on a en été au même endroit. Voilà. Aussi. Il y a aussi ça. Vous avez réalisé un rapport qui était en 2011, et l'un des éléments, ce que vous m'avez dit, effectivement, qui était un rapport démographie, climat, alimentation mondiale, l'un des éléments qui vous a le plus surpris à l'issue de ce rapport, ça a été l'explosion démographique. Voilà. On parle de ce facteur-là, qui est à vos yeux le facteur essentiel peut-être de déséquilibre? Volontiers. Vous l'avez dit, hein, il y a deux facteurs. Il y a le changement climatique. Pourquoi est-ce que la situation actuelle ne peut pas se prolonger? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on est arrivé à un point où il faut changer nos pratiques de consommateurs, de production, etc. C'est deux facteurs, celui-là, la démographie dont on va parler, et puis le changement climatique dont nous parlerons après. Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, si vous voulez, les deux grands majeurs, c'était ça. Et le rapport dont vous parlez, qui est un rapport qui avait été commandé par le ministre de la Recherche de l'époque et préparé par l'Académie des sciences, nous étions partis avec l'idée, avant de l'écrire, que le terme majeur, c'était le changement climatique. Que le changement climatique allait nous obliger à cette modification des pratiques, etc. C'est vrai, on va le voir. Mais le terme majeur, c'est quand même la démographie. Alors vous avez ici les courbes de répartition de la démographie à l'échelle de la planète entre 1950 et 2100. Ces courbes de projection, c'est comme ça qu'on les appelle, sont faites par les Nations Unies. C'est la seule organisation internationale qui soit capable d'assembler et de traiter les données démographiques fournies par chacun des pays. C'est très sérieux. Au début, c'était mauvais. Il y a
en 1950, quand les Nations Unies ont commencé leur travail, c'était très mauvais comme prévision. Et puis peu à peu, maintenant, ils sont bons. Alors, la ligne verticale, c'est maintenant, c'est 2013. Et ce que vous voyez, regardons la courbe, ça, c'est par continent. Hein. Vous voyez la courbe et le faisceau. Le faisceau, c'est l'incertitude. Hein. La courbe au milieu, c'est la moyenne. Et puis, il y a toujours des incertitudes quand on fait du prévision. Vous voyez que l'Asie, qui est le continent le plus peuplé, hein, l'Asie dépasse à peu près, ou dépassera, autour de 2040-2050, dépassera 5 milliards d'habitants. Hein. L'Asie est, je dirais, entre guillemets, presque sage, puisque entre 2050 et 2100, vous voyez qu'elle aura amorcé, si ces projections sont exactes, une décroissance importante. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, tout ça, c'est des continents peu peuplés. On est en dessous du milliard d'habitants. Donc, si vous voulez, bien sûr, on consomme beaucoup plus que les autres continents. Hein, mais en termes de démographie, ces trois continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europe, sont peu de choses en matière de quantité de personnes. En revanche, ce qui est nouveau, et ce qui est nouveau depuis peu de temps, depuis 2014, c'est que l'Afrique, c'est la courbe du milieu que vous voyez, hein, qui était à moins d'1 milliard en 2000, qui a franchi le milliard probablement en 2007, quelque chose comme ça. Vous voyez, la courbe a l'air de se prolonger sans même le moindre signe de frémissement d'arriver à une transition démographique, comme on l'appelle. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. C'est essentiellement l'Afrique subsaharienne. L'Afrique du Nord est raisonnable. Hein. Les trois pays d'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, sont raisonnables, l'Égypte un peu moins, mais c'est essentiellement dans l'Afrique subsaharienne que l'on voit une croissance démographique qui est, à mon sens, extrêmement inquiétante, puisqu'on arriverait à 2,5 milliards ou 3 milliards en 2050, et on arriverait à 4,2 milliards en 2100. Est-ce que sur l'aspect démographique, il vous semble qu'il y a des réponses qui peuvent s'élaborer ou c'est relativement compliqué, et quelles réponses l'agriculture peut apporter justement dans ces pays en développement? Alors la première chose que l'on voit à partir de ces courbes, c'est qu'on est actuellement un peu au-delà de 7 milliards sur la planète, et qu'on va passer en 2050, jusqu'en 2050, on va passer à plus de 9,5. Donc on a quand même une croissance de 2,5 milliards, c'est-à-dire à peu près un tiers de la population mondiale en plus. Hein, le chiffre actuel, c'est 70-80 millions d'habitants de plus par an. Hein. Donc il faut bien les nourrir, ces gens-là. Est-ce qu'on peut faire évoluer la progression? Il faut sensibiliser, à mon avis, les pays africains, puisque c'est eux qui, pour l'instant, présentent le plus de croissance, à cette question importante de la démographie et de ses conséquences, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui peuvent être des conflits, des guerres, etc., qui sont là-dessus. Qui peut donner ce message à l'Afrique? Qui peut se donner ce message à l'Afrique? La difficulté, je travaille sur un groupe que nous avons créé à l'Institut de France, qui a pour mission d'essayer de réfléchir à ce problème. Le problème, c'est qu'un Européen n'est pas crédible en Afrique sur cette question-là. Les Africains vont te dire « Ah oui, tu nous dis ça, qu'il faut qu'on ait moins d'enfants, dadi dada, parce que tu as des arrière-pensées, tu voudrais venir nous prendre nos richesses, etc. et tu ne veux pas que l'Afrique se développe. » Donc on n'est pas crédible. Et d'autre part, le discours moyen d'un Africain sur la démographie, c'est de dire « Ma richesse, c'est mes enfants. Moi, je suis pauvre, mais j'aurai beaucoup d'enfants, et eux, quand je serai vieux, ils vont me soutenir, etc. Donc ma retraite, ma richesse, tout ce que je peux avoir pour l'avenir, c'est mes enfants. » Donc ça s'est ancré très fortement, hein. C'est un concept de civilisation. Et lorsque l'on croise ces courbes-là avec celles du réchauffement climatique, ça donne quand même un cocktail qui n'est pas extrêmement réjouissant. Vous voulez qu'on parle de climat? Alors, on parle de climat. Voilà, vous avez ici une carte qui vous donne, simplifié, la présence actuelle des zones sèches ou des zones arides. Hein. Vous reconnaissez le Sahara, l'Arabie, l'Iran, le nord de la Chine, le Taklamakan et Gobi, et puis vous retrouvez le Mexique et le Nouveau-Mexique de l'autre côté, et puis la même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer maintenant une courbe un peu compliquée, excusez-moi de cette complexité, on va la commenter, sur lequel vous avez d'abord un trait noir épais qui va du pôle nord à gauche au pôle sud à droite. Donc ce trait noir épais, c'est la pluie
moyennée sur la surface du globe, hein, sur l'ensemble de la surface du globe, et moyennée sur l'année, entre le pôle Nord où il pleut très peu, la zone tempérée où nous sommes, vous avez la position de la ville de Lyon, là, et puis vous avez ce qu'on appelle la première ceinture désertique chaude, qui est l'altitude du Sahara, qui est donnée là, et puis vous avez la zone tropicale et équatoriale, dans laquelle il pleut beaucoup. Donc voilà la répartition actuelle que l'on avait vue qu'on avait vu là de façon imagée. Là, maintenant, je l'ai mis par un schéma. Ça, c'est la courbe noire épaisse. La courbe rouge épaisse, c'est moi qui l'ai dessinée. Donc, ce n'est pas une mesure, ce n'est pas une réalité, c'est ce que nous disent les climatologues à partir de leur modélisation du climat futur. Et là, j'ai pris un scénario moyen, par exemple, pour 2100. Alors, ce que vous voyez d'abord, c'est que, en gros, à quelques points près, la courbe rouge est plus haute que la courbe noire. Ça veut dire qu'en gros, il pleuvra plus dans le climat modifié avec les réchauffements climatiques qu'il ne pleut actuellement. Ce qui est logique, parce qu'il fait plus chaud. Il y a plus d'évaporation. Il y a plus d'évaporation, donc la machine hydrique, le cycle de l'eau dans l'atmosphère s'accélère. Ça peut poser des problèmes d'événements extrêmes, mais on n'en parle pas aujourd'hui. Et donc, on aura plus d'eau. On en parlera tout à l'heure. Bon, d'accord. Donc, on aura plus d'eau. Mais ce que vous voyez dans ce schéma, c'est que la position des ceintures désertiques, Sahara par exemple, et l'équivalent en hémisphère sud, se déplace vers les pôles. Donc vous avez en quelque sorte la zone la plus sèche de la planète qui va se déplacer vers le nord, hein, pour notre hémisphère. Ma certitude, c'est que le climat change, ça c'est sûr, que dans les pays comme l'Algérie, la Sicile, on est sûr que le climat va être plus aride, on va perdre environ 110 millions d'hectares dans la zone méditerranéenne parce qu'il sera trop sec pour qu'on puisse cultiver, et on va gagner dans les zones nord de la planète, c'est-à-dire le Canada, la Sibérie, la Scandinavie, on va gagner, parce que la température augmente, on pourra exploiter davantage et faire de l'agriculture sur 160 millions d'hectares en plus de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc au niveau perte de zones cultivables ou gain de zones cultivables, ça s'équilibre à peu près. Donc il va y avoir des changements importants, et nous, Français ou Italiens du Nord, on est dans la zone où malheureusement on a beaucoup d'incertitudes, on ne peut pas dire. Je pense que les meilleurs modèles des dernières simulations qui ont été faites disent qu'en France, en tout cas, je ne peux pas parler pour l'Italie du Nord, en France, on serait plutôt du mauvais côté, c'est-à-dire qu'on aurait une réduction des précipitations, principalement en été. Alors ça, c'est l'actuel. Hein. C'est la description actuelle de disons, du manque d'eau au niveau de la planète. Alors vous avez plusieurs couleurs là-dedans qu'on va expliquer. Ce qui est bleu, il y a de l'eau. On peut trouver qu'on n'en a pas assez et qu'on en voudrait plus, mais disons qu'il n'y a pas de problème de stress hydrique, de manque d'eau dans tout ce qui est bleu. Hein. Donc la France, l'Europe, l'Italie, l'Amérique du Nord, à part un tout petit peu le Nouveau-Mexique et la Californie, et puis toute l'Amérique du Sud, il n'y a pas de problème d'eau. Hein. Alors ensuite, vous avez une couleur qui est un peu orangée, qui est des pays, alors c'est par exemple l'Iran, c'est par exemple la Chine du Nord. Là, on ne manque pas d'eau aujourd'hui, mais on va en manquer sous peu. Alors, pour deux raisons, parce qu'il y a plus de monde, de croissance démographique, et changement climatique. Là, vous avez une zone où on va très vite manquer d'eau. Et puis, vous avez la zone qu'on appelle déficit économique. Alors attendez, la couleur orange, c'est la zone de déficit hydrique. C'est la Tunisie, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est l'Arabie, c'est l'Iran, c'est même un peu l'Inde du Sud, et c'est un peu le Nouveau-Mexique et une partie de la Californie. Là, on manque d'eau. On manque d'eau, on le sait, c'est l'exemple de la Tunisie que j'ai montré, mais ce n'est pas là qu'on vit mal. En Tunisie, tout le monde mange à sa faim. Le milliard d'individus qui ne mangent pas à leur faim, il n'est pas dans la zone sèche. Il faut bien se mettre ça à l'esprit. La zone sèche où on manque d'eau, c'est vrai, on manque d'eau, il n'y a pas assez d'eau, eh bien, on y vit bien grâce à l'eau virtuelle. Parce qu'on importe de l'eau, sans le savoir, en achetant de la nourriture ailleurs. Donc on n'a pas de gens qui meurent de faim dans cette zone-là. Les gens qui meurent de faim, ils sont dans la zone qui est… violette. 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 Alors violette, c'est quoi? C'est l'Afrique tropicale. Hein, c'est l'Afrique subsaharienne, hein, ce n'est pas la zone du Sahel, vous voyez. C'est la zone de l'Afrique tropicale, c'est là où il pleut le plus, et pourtant c'est là où les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a une sorte de contradiction. Cette contradiction, c'est ce qu'on appelle le déficit économique en eau, c'est que l'aménagement des ressources en eau disponibles
pour l'utiliser au mieux et faire de l'agriculture n'a pas été fait. C'est là où on n'a pas construit de barrage, et là où on n'a pas aménagé des canaux pour amener l'eau, c'est là où on n'a pas mis de périmètre irrigué, et donc les gens meurent de faim parce qu'on ne produit pas assez. C'est en fait la zone qui n'a pas bénéficié de ce qu'on a appelé la révolution verte, qui a permis de faire sortir de cet état ce qui était l'Inde autrefois, depuis les années 50. Avant 1950, l'Inde aurait été de cette couleur mauve. Vous n'ignorez pas que les Européens ou les Occidentaux, gens de l'OCDE, dès qu'on parle de barrage, ils voient rouge. On considère comment on va construire un barrage, ça va défigurer le paysage, ça va noyer des vallées, ça va déplater les populations. Écoutez ce qu'on avait dit pour les Trois Gorges, on a dit ça, on ne construit pas de barrage. Bon, c'est vraiment mal. Allez voir un écologiste, dites-lui que je construis un barrage, il vous fusille du regard. Alors c'est là que vient ce que vous avez dit. Un Américain qui dit ça. Chaque Américain a stocké dans des barrages qui ont été construits depuis 50 ou 100 ans environ 5000 mètres cubes d'eau derrière lui. Par Américain. Par Américain. Nous, Français, on a à peu près 900 à 1000 mètres cubes qui ont été stockés dans des grands barrages. Un Africain, comme vous l'avez dit, il a 3 mètres cubes. Et on va lui dire, attends, tu ne vas pas aller construire un barrage, tu ne te rends pas compte des dégâts écologiques que ça va faire. Tu vas noyer des vallées, tu vas déplacer les populations, tu vas modifier le régime hydrique d'une vallée, les écosystèmes vont sauver. Tout ça est vrai, tout ça est vrai, tout ça est vrai. La construction de barrages n'est pas neutre écologiquement, il faut faire ce qu'on veut. Si on veut manger, allez voir un Burkinabé et dites-lui qu'on ne va pas construire de barrage, il vous dit, attendez, moi je meurs de faim, il faut que je stocke l'eau, sinon je ne vais pas pouvoir continuer à nourrir ma population. Donc nous avons, nous, occidentaux, un langage qui est quand même extrêmement pervers, qui est, parce que nous on a déjà construit nos barrages, de dire aux autres de ne pas en construire. Ça c'est mon point de vue. L'agriculture irriguée est 2-3 fois plus productive à l'hectare que l'agriculture pluviale. Donc, si vous voulez produire beaucoup avec pas beaucoup de terre, il vaut mieux irriguer que laisser le bon Dieu arroser les végétations. Donc, si vous voulez, si la ressource rare, et à mon avis c'est ça la ressource rare, sur la planète, c'est les sols cultivables, il est plus intelligent d'irriguer que de faire de l'agriculture pluviale. Puisqu'on aura besoin disons, de maîtriser les risques par l'irrigation. Ouais. Et on aura besoin de mettre en exploitation, en culture, moins de terre si on les irrigue que si on les laisse. Enfin, bien sûr, tout ça dépend du climat. Alors, les grands travaux. Bon, je suis peut-être un peu biaisé, je suis un fanatique des grands travaux. Je pense que le problème de l'eau, nous l'avons vu ce matin, mais je le redis, c'est qu'il y a beaucoup d'eau sur la planète, mais on a des endroits où il y en a beaucoup et des endroits où il n'y en a pas, donc il faut faire du transfert. Et puis il y a des moments où il y en a beaucoup et des moments où il n'y en a pas, il faut faire du transfert dans l'espace, c'est ce que je viens de dire, et du transfert dans le temps. Alors le transfert dans l'espace, c'est des canaux, et le transfert dans le temps, c'est des stockages, c'est donc des barrages, ou éventuellement, ça c'est ma spécialité qui parle, du stockage dans les nappes souterraines. On peut sur-infiltrer, obliger l'eau de surface à pénétrer dans le sol. On fait des bassins d'infiltration et on réalimente, on suralimente, on gave, comme les oies, on gave les aquifères du sous-sol avec de l'eau de pluie ou de l'eau de rivière, et puis on l'a sous les pieds. Et ça a le grand mérite de ne pas s'évaporer. Et voilà. D'accord. Seulement, on ne peut pas en faire énormément. On peut en faire un peu, ça se développe, ça doit être développé, mais bon, ce n'est pas la solution à tout. Enfin, c'est une des façons de stocker l'eau. Vous l'avez dit, les Chinois ont d'énormes déficits en eau dans la Chine du Nord. Puisqu'il y a une agriculture extrêmement productiviste, ils font du riz, etc. La ville de Pékin elle-même, et ils ont fait fonctionner cette agriculture pour beaucoup à partir de pompage dans des aquifères, lesquels aquifères sont en train de se vider. Donc on épuise les nappes, et au bout d'un moment, il faudra faire venir de l'eau. Donc les Chinois ont pris la décision de construire de grands transferts de l'eau du Yangtze. Le Yangtze est alimenté par l'Himalaya, il y a beaucoup d'eau dans le Yangtze, donc en transféré par des canaux qui font à peu près 1000 km, qui iraient jusqu'en Chine du Nord, éventuellement rejoindre le fleuve jaune pour utiliser le fleuve jaune. Il y en a 2 ou 3 canaux qui sont prévus. 1000 km, c'est beaucoup, mais les Californiens ont fait ça depuis longtemps. Le fleuve Colorado est aménagé, il y a 1000 km de canaux qui trimballent l'eau du Colorado ou l'eau des rivières du nord de la Californie vers le sud. Donc faire des transferts énormes, en quantité extrêmement importante. Toute la vallée centrale de Californie est une vallée sèche qui est irriguée par des transferts d'eau qui viennent du nord ou
ou de l'eau de Qui souffrent l'Est. quand même en ce moment de la sécheresse d'une manière récurrente. Ils ont une sécheresse façon Malgré, mais ça, c'est le changement malgré ces climatique. grands travaux. Ouais. Ils ont moins d'eau, hein, ils en ont quand même, hein, tout ils à ont moins fait. d'eau. Donc voilà, les grands travaux, où est-ce qu'il faudrait en faire, à mon avis? La Chine, on l'a dit, l'Inde. L'Inde est très humide dans la partie nord, c'est là que coulent les grands fleuves comme le Gange, le Brahmapoutre ou l'Indus. Hein. Tout ça, c'est l'eau de l'Himalaya, en fait. Les châteaux d'eau des Qui va montagnes. peut-être pas durer éternellement, d'ailleurs. Ben, oui, vous avez raison. L'Himalaya, comme tous les glaciers, comme les Alpes, fondent. Mais même si l'Himalaya et les Alpes auront moins d'eau dans le futur, ça restera quand même des endroits où il pleuvra beaucoup plus qu'ailleurs. Donc il pleuvra beaucoup plus qu'ailleurs, il y aura toujours de l'eau dans les grands fleuves, comme le Gange, l'Inde, l'Indus ou le Brahmapoutre, ou les Alpes, ou le Rhône, hein, ou le Rhin, etc., ou le Pô, parce que même s'il y a moins de glace sur les hautes montagnes, eh bien, il pleuvra toujours beaucoup dans ces régions-là. Donc l'Inde est, à mon avis, l'Inde et le Pakistan sont des endroits où la population continue à augmenter, les besoins en eau augmentent, les nappes se vident, et il y a, je dirais qu'il n'y a pas tellement de façon de régler le problème autre que de transférer de l'eau du nord vers le sud. Donc ça, c'est une première approche. La deuxième approche, c'est d'améliorer l'agriculture, qu'on en a déjà parlé, dans les endroits où il y a suffisamment d'eau pour faire. Pour laisser un petit peu de temps aux questions, est-ce que l'on peut rapidement voir quelle est la responsabilité du consommateur, effectivement? On voyait tout à l'heure, on parlait de t-shirts, peut-être qu'il faut éclairer, c'était une discussion qu'on avait ce midi, on parlait de t-shirts de coton et de mer d'Aral. C'est un exemple probablement de la responsabilité du consommateur, est-ce qu'on peut en dire deux mots? Alors le consommateur a bien sûr un énorme rôle sur l'économie de l'eau ou la satisfaction des besoins de la planète. Nous parlons de nourriture. Hein. L'essentiel de ce thème de conférence, c'est la nourriture. Donc je vais insister sur la nourriture. Et je vais vous montrer un petit diagramme qui sont les pertes alimentaires entre le producteur, c'est ce qui est marqué champ ici sur la gauche, et le consommateur qui est l'assiette. Et vous avez exprimé en kilocalories la quantité en kilocalories par habitant et par jour, hein, kilocalories par habitant et par jour, la production agricole mondiale, qui est, si vous voyez la première barre à gauche, 4600 kilocalories qui sont produites, et vous avez la partie consommée, vous voyez, c'est 2000. Donc entre la production 4600 et la consommation 2000, il y a plus de la moitié qui a disparu. Donc ça, c'est quoi? C'est la première flèche verticale, c'est les pertes post-récolte. Environ 30% de ce que nous consommons est perdu. Et ça, c'est essentiellement les pays en développement sur lesquels la récolte est mauvaise, le stockage de la nourriture récoltée est mauvais et il y a des pertes alimentaires importantes. La deuxième flèche verticale, c'est la production végétale transformée en production animale. Vous voyez, la flèche descend, hein, et puis elle remonte. C'est-à-dire qu'on donne à manger aux animaux des végétaux, et puis ils reproduisent des kilocalories, mais sous forme de protéines animales. Hein. Donc ça, ce n'est pas vraiment une perte, mais où nous, consommateurs, nous pouvons agir, c'est réduire notre consommation de produits animaux. Donc il y a une répartition inéquitable entre les pays riches qui consomment trop de produits animaux et les pays pauvres qui n'en produisent pas assez. Et puis la dernière perte, c'est la dernière flèche sur la droite, c'est le gaspillage. C'est-à-dire, c'est les t-shirts. Hein. Et ça, je parle de nourriture et non pas de t-shirts. C'est les produits que nous consommons, ou plutôt que nous achetons, qui ont été achetés au supermarché, que nous mettons au frigo, et puis on les oublie, et puis une semaine après on les sort, ah, la date limite est passée, clac, on balance. Donc nous, Européens et Américains, on gaspille à peu près 30% de la nourriture que nous achetons. Donc là, il y a effectivement une action que le consommateur peut faire. Donc il peut agir d'une part par la nature de sa consommation, essayer de réduire la consommation de produits végétaux, produits animaux, et puis par surtout éviter de jeter. Le problème de la nourriture globale, la nourriture mondiale, à l'échelle du globe, c'est que le continent asiatique, tel que vous voyez là, qui est quand même plus de 5 milliards de personnes, c'est plus de la moitié de la population mondiale, et ça restera plus de la moitié de la population mondiale. Le continent asiatique a une agriculture extrêmement productive. Donc ils cultivent bien, ils ont bien choisi leur variété, ils irriguent bien, ils font tout bien les Asiatiques. Hein.
C'est merveilleux. Si la Terre était couverte d'Asiatiques, on n'aurait aucun problème. Ils font tout très bien, ces gens-là. Sauf que, en 2050, ils ne pourront pas se nourrir. Ils seront dans la situation de la Tunisie aujourd'hui, que je vous ai présentée. La Tunisie est obligée d'importer sous forme d'eau virtuelle à peu près 30% de la nourriture dont elle a besoin. C'est ce que j'ai vu. L'Asie tout entière, tout le continent asiatique, en 2050, sera dans la situation à peu près analogue de la Tunisie, c'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas, malgré l'efficacité de son agriculture, à se nourrir. Elle devra importer. Pourquoi? Ce n'est pas l'eau qui manque. Il y a beaucoup d'eau en Asie, grâce à l'Himalaya, etc. C'est les sols cultivables. Le bien rare sur la planète pour arriver à nourrir la planète, ce n'est pas l'eau, c'est les sols cultivables que l'on puisse cultiver en agriculture pluviale ou irriguer.